La première victoire, c'était un combat contre une campagne qui a duré 1 an et demi quand même, pour pousser Société Générale à se retirer d'un énorme projet de mine de charbon en Australie. Le projet s'appelait Alpha Coal et c'était pas seulement une mine de charbon, c'était la mine plus la voie ferrée, le terminal d'exportation à travers la Grande Barrière de Corail. Donc c'était non seulement une catastrophe pour le climat, mais également une catastrophe pour la biodiversité. Bonjour, je suis Joseph Chouefati, entrepreneur dans le domaine de la finance verte et cofondateur de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui permet de faire fructifier son épargne en alliant investissement responsable, transparence et recherche de rendement. Visitez goodvest.fr si vous souhaitez en savoir plus. Dans Monétique, le podcast de la finance durable et éthique, je vous propose de parler sans filtre et de manière ludique des enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou bien beaucoup. Car l'argent ne dort pas, du moins pas comme on l'imagine, et dès le moindre euro, il a de l'impact. À chaque épisode, nous rencontrons un expert du domaine de la finance verte qui nous donne des conseils pour mieux comprendre et du coup pour mieux orienter notre argent. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et pour nous soutenir, notez le podcast, partagez-le, c'est grâce à vous que le podcast Monétique continue aujourd'hui. Alors lors du dernier épisode de Monétique, j'ai pu échanger avec Aliénor Legendre, qui est analyste ISR chez Ecofi, qui est une société de gestion qui est pionnière dans l'investissement responsable. On a parlé du règlement Disclosure, de l'évolution de la finance responsable, ainsi que du coup cette société de gestion. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'activisme dans le domaine de la finance avec Lucie Pinson, qui est probablement une des meilleures personnes pour parler du sujet. Elle est donc la directrice et fondatrice de l'ONG Reclaim Finance, qui fait beaucoup parler d'elle dernièrement avec ses rapports, notamment sur le financement du charbon. Merci beaucoup Lucie d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours ? Ouais, volontiers. Déjà merci pour l'invitation. Donc mon parcours, on est en 2021, donc ça fait maintenant 7 ans, bientôt 8, que je travaille sur les sujets liés à la finance et au climat, et plus particulièrement à la responsabilité des acteurs financiers, donc des grandes banques, des grandes sociétés d'investissement et d'assurance, dans le dérèglement climatique et la violation des droits humains. J'ai commencé à travailler sur ce secteur-là parce que je venais d'arriver aux Amis de la Terre, pour qui je voulais absolument travailler parce que je me retrouve pleinement dans le projet politique de l'association, qui est une association de défense de l'homme et de son environnement. Okay. Et parce que j'avais été quand même séduite par leur approche sur la responsabilité des acteurs financiers. Je trouvais déjà que s'attaquer à la finance était une bonne stratégie d'action pour opérer des changements profonds dans la société. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans aux Amis de la Terre. Après, j'ai continué à militer auprès des Amis de la Terre, à être bénévole, tout en travaillant au niveau international pour une autre ONG qui s'appelle le Sunrise Project, et pour qui j'étais en charge de coordonner une campagne inter-ONG. Alors ça fonctionne comme ça, souvent les ONG, il y a des projets individuels et des projets menés collectivement avec des ONG situées dans différents pays autour d'un projet précis. Et donc moi, je coordonnais une campagne de plusieurs ONG en direction des grandes sociétés d'assurance et de réassurance, donc en France AXA et SCOR, une campagne qui visait à les pousser à arrêter d'assurer le secteur du charbon et plus largement les énergies fossiles. Ok, très clair. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter Reclaim Finance? Si je ne me trompe pas, vous définissez comme un croisement entre une ONG et un think tank, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites? Ouais, alors Reclaim Finance, on a 1 an maintenant. Et en effet, on affirme cette double identité parce que, en priorité déjà pour casser l'idée reçue qu'ont les gens des ONG. Généralement, lorsqu'on pense ONG, on pense activiste, on pense pancarte dans la rue, protestation, name and shame, etc. Mais on pense du coup également absence de professionnalisme, de connaissance des sujets. Les ONG sont les rêveurs, les gens qui demandent un changement de société et qui ne connaissent pas les données. Okay. Voilà. Donc nous, c'est pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas déjà aux Amis de la Terre, mais de manière à affirmer que ce n'est pas le cas, nous avons voulu. C'est pour qu'on prenne plus au sérieux du coup. Tout à fait. Okay. On a voulu l'afficher également sur le site. Alors certains pourraient même dire qu'on est un bureau de conseil, puisqu'on passe un certain temps à dialoguer avec les acteurs financiers ou politiques directement et à les conseiller dans l'adoption de mesures nécessaires pour
aligner un peu plus leurs pratiques avec un réchauffement à 1,5 degré. Et donc tout ce travail-là, qui est le travail de l'ombre, très peu connu du grand public, qui se rapproche presque à un travail de conseil, sauf qu'on le fait en toute indépendance, on n'est pas rémunéré, de manière à garder notre liberté. Ce qui permet aussi d'être activiste en même temps. Tout à fait. Okay. Très clair. Donc la mission principale de Reclaim Finance, c'est mettre la finance au service du climat. Aujourd'hui, le climat, c'est un peu la mère de toutes les batailles et on est dans un contexte d'urgence climatique puisqu'il nous reste 9 ans pour opérer les transformations nécessaires de manière à éviter un emballement du climat et des conséquences encore plus dramatiques que ce qu'on va avoir sur les populations et les écosystèmes. Et donc, voilà, c'est trouver les portes d'accès, les sujets qui vont permettre d'opérer des bascules et de changer la manière dont le système financier opère. Ok. Alors, selon toi, pourquoi est-ce que, avec Reclaim Finance, vous avez plutôt pris la décision de passer par les décideurs financiers, politiques, et non pas par les sociétés directement responsables dans l'extraction des énergies fossiles, des géants du pétrole, du charbon, etc. Et quel impact ça peut avoir en plus ? C'est assez simple, c'est que le dérèglement climatique, il nous pose dans une double situation. Nous, on travaille surtout sur les énergies fossiles, puisque ce sont les principales sources d'émissions au niveau international. Alors, on va pouvoir travailler, et on le fait de plus en plus, sur la biodiversité, la déforestation, etc., ou même demain l'agriculture, qui sont également des facteurs d'émissions. Mais pour parler juste des énergies fossiles, les enjeux, ils sont doubles. Ils sont, organiser la sortie des énergies fossiles. Ça veut dire qu'il y a plein d'infrastructures aujourd'hui qu'il va falloir fermer dans un laps de temps limité, avec tous les enjeux qu'il y a derrière de conversion des salariés, d'accompagnement, etc. Et bien entendu, s'il nous faut en sortir, il faut arrêter d'en développer des nouveaux projets pétroliers, gaziers, dans le secteur du charbon. Ça, ce n'est plus acceptable. Or, du coup, on se retrouve face à des milliers de projets qui sont en développement aujourd'hui et un nombre encore plus important d'infrastructures qu'il va falloir fermer dans un laps de temps très court. Et on ne peut pas s'attaquer à tous ces projets, un par un, parce qu'on n'a pas le temps. Or, on se rend compte, lorsqu'on gratte un peu, qu'on va retrouver toujours les mêmes banques, les mêmes assureurs derrière ces projets-là. Et donc, c'est là qu'on comprend qu'il est intéressant de s'attaquer à la finance pour avoir un effet levier, non pas sur un projet, mais des centaines de projets au niveau international, et également non pas une entreprise, mais des centaines d'entreprises. Ok, c'est très clair. Donc là, aujourd'hui, on parle beaucoup des énergies fossiles, du charbon. Effectivement, donc les prochaines étapes pour Reclaim Finance et pour les grandes banques, après la sortie éventuelle des énergies fossiles, tu penses que c'est quoi ? La sortie des énergies fossiles, elle va nous occuper un certain temps. C'est clair. C'est clair. Donc, par contre, c'est vrai que on commence à regarder également les autres secteurs où on peut avoir un effet levier. Donc, par exemple, on travaille sur la déforestation et comme nous, on a une approche qui est très sectorielle parce que nous, on vise vraiment l'adoption de mesures ultra spécifiques par les acteurs financiers. On est assez prescripteur, voire très prescripteur à la virgule près. Et donc, ça implique que la déforestation, la biodiversité, sur chaque chaîne de valeur, il va y avoir des solutions qui vont être différentes. Vous n'allez pas traiter le problème de l'huile de palme de la même manière que le cacao ou que le caoutchouc. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille sur la production de soja. Okay. On travaille sur la production de soja parce qu'on s'est rendu compte que les acteurs financiers français étaient des grands financeurs à des entreprises qui sont des négociants de soja. Donc les entreprises qui contrôlent le négoce de cette matière première, donc qui vont chercher du soja au Brésil et les acheminent en Europe jusqu'à nos assiettes. Et donc ces entreprises-là sont notamment soutenues par les acteurs financiers français, et notamment celles qui portent le plus de responsabilités dans la déforestation liée au soja. Elle s'appelle Cargill, et donc Cargill est financée, son premier financeur au monde, c'est la BNP Paribas. Okay. Donc on travaille également sur ce type de sujet-là et puis demain on n'exclut pas d'aller vers d'autres secteurs. Ok, c'est très clair. Durant du coup ton parcours, est-ce qu'il y a un déclic qui t'a poussé à agir et à aller du coup vers ce domaine du milieu de la finance ? Alors, déclic à agir, ça s'est fait assez naturellement, on va dire. J'ai toujours eu une âme écolo, donc ça c'était une évidence. J'ai fait des études qui m'ont amené à me politiser.
beaucoup, en France, puis après lorsque j'étais en études en Afrique du Sud, où là on comprend de plein fouet les injustices qui sont liées, que ce soit des injustices de genre, de classe ou de race. Et puis, bien entendu, alors c'est par la suite que je vais retourner plusieurs fois en Afrique du Sud et je vais prendre conscience aussi de l'impact du charbon sur les communautés et les injustices qui sont derrière le développement du charbon. On entend souvent, mais vous ne vous rendez pas compte, en tout cas c'était un argument qu'on entendait beaucoup lorsqu'on a lancé nos campagnes pour l'arrêt des financements au charbon, mais c'est injuste, les Parce qu'on communautés… fait des emplois, etc. Voilà, et puis les communautés ont besoin de ça pour se développer, les pays du Sud, etc. En vérité, ces grands projets d'infrastructure ne sont que rarement développés réellement pour répondre aux besoins des populations les plus précaires. Hein. Donc, et c'était notamment le cas en Afrique du Sud. Donc ça, c'était évident. Après, c'est vrai que de retour en France, je m'orientais plus vers des assos de développement. Donc mon but, c'était de repartir en Afrique. Et puis finalement, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'ETEC, où j'étais en charge, je contribuais à l'organisation des contre-sommets de la société civile autour du G8 et du G20, qui se tenaient en 2011 en France. Et puis j'ai commencé à travailler sur la finance, alors plutôt la finance de marché, le rôle de la spéculation et son impact sur la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Donc concrètement, pour politiser la chose, pourquoi les activités des traders, de Société Générale et des grandes banques ont un impact sur la capacité à se nourrir de milliers de personnes. Ok, alors justement, c'est un sujet super intéressant. Vu que ça peut être un sujet complexe, est-ce que tu peux donner un exemple ou expliquer un peu plus comment les activités de ces traders ont un impact ? Parce qu'il y a sur tous les marchés à terme, les acteurs financiers vont influencer le prix des matières premières. Et donc, bien entendu, le cours des matières premières, lorsqu'on parle de blé ou de riz, ça a un impact sur la capacité des populations à acheter le sac de riz, etc. Et là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Souvent, surtout en France, il y a de la pauvreté, hein, c'est certain, il y en a de plus en plus. Mais notre situation, la situation économique des plus riches leur permet de surfer sur les conséquences politico-économiques. C'est pas très grave finalement que ma baguette me coûte 1,20 € alors que c'était 90 centimes hier. 30 centimes de plus, mais finalement c'est pas très grave. Ben oui, et ça, c'est une conséquence de l'activité des traders. Non, mais là je prends juste un exemple. Du coup, juste pour dire, nous c'est pas très grave, ça change pas notre capacité à acheter la baguette. Mais pour beaucoup, ça va impacter la capacité à acheter la baguette en France. Et donc du coup, c'est la même chose pour la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Dans plein de pays, il va y avoir des milliers de populations qui vont plus être en capacité d'acheter le blé, le riz ou les matières premières nécessaires à leur alimentation. Ça crée de l'inattendu, la volatilité forcément, ça a des conséquences là-dessus. Voilà. Ok, c'est très clair. Donc il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais justement, vu qu'on peut vous prendre parfois pour des idéalistes, est-ce que tu peux me dire réalistiquement quel objectif vous vous êtes fixé sur vos principaux combats chez Reclaim Finance? À partir de quel point vous ne serez pas satisfait pleinement, mais vous pourriez vous dire qu'on a atteint nos objectifs, quoi. Alors, ce n'est pas une mesure particulière. Alors après, si ça va se traduire par des mesures particulières, et on a déjà opéré ce changement sur le secteur du charbon, mais ça n'a pas changé radicalement toutes les autres manières de fonctionner de la finance. Nous, on pense que le secteur financier, tant qu'il a une approche du dérèglement climatique qui consiste à gérer les risques financiers liés au changement climatique, donc concrètement, c'est comment on va éviter d'être trop impacté en tant qu'acteur financier par la hausse de la température du globe. Donc on se protège. Nous, on aimerait mettre un terme à cette approche-là et avoir des acteurs financiers qui soient beaucoup plus proactifs et qui ne cherchent pas à se protéger du dérèglement climatique, mais plutôt à arrêter de nourrir le dérèglement climatique. Donc une logique de prévention de l'impact et non, qui est beaucoup plus proactive, et non une logique de protection. Une logique long terme aussi, quoi. Et ce qui implique une logique long terme, parce que la réalité est que, et on l'entend depuis longtemps, hein, depuis le fameux discours de McCartney en 2015 devant un parterre d'assureurs, où il a parlé de la tragédie de l'horizon et des risques pour les acteurs financiers de ne pas prendre en compte le dérèglement climatique et de ne pas agir là-dessus. Le problème de ce discours-là, qui est pointé, c'est que c'est une approche purement de gestion du risque. Et en effet, sur le long terme, le dérèglement climatique va entraîner une instabilité
de la société, du secteur économique, mais également du secteur financier, qui va être extrêmement dangereux pour les acteurs qui y opèrent, pour les grandes banques, pour les grandes sociétés d'investissement ou pour les grandes sociétés d'assurance. Le problème, c'est que même si on sait qu'à long terme, c'est de notre intérêt de se transformer, sur le court terme, il y a encore plein de critères de motivation qui font que on continue d'aller soutenir Total alors que Total prévoit une augmentation de sa production d'hydrocarbures, de même pour Shell, etc. Et donc ça, c'est la logique vraiment purement financière. Et donc comme nous, on se dit que la tragédie de l'horizon, malheureusement, les motivations profondes humaines ne font qu'on est centré sur le court terme, on n'arrivera pas à répondre à l'urgence climatique si on ne change pas cette logique-là. Et si on n'a pas tout simplement des obligations, pas forcément de l'autorégulation, mais des obligations à ce que les acteurs financiers arrêtent, via leur financement, leurs investissements, leur couverture d'assurance, à nourrir le dérèglement climatique. Okay. Donc concrètement, pour donner un exemple, ça veut dire qu'on se fiche de savoir que Total fait que 5% de son activité en Arctique. Si l'Arctique demain est risqué, régulé, etc., on peut se dire que Total il va être impacté par cette régulation, mais c'est pas grave vu que ça ne constitue que 5% de ses activités. Donc c'est pas risqué pour les acteurs financiers qui sont derrière. Ça, c'est une approche gestion du risque. Nous, on aimerait une approche par l'impact. Donc Total développe des nouveaux projets en Arctique, c'est inacceptable et ça c'est générateur de risque. En fait. Voilà. C'est ça, c'est générateur de risque au niveau international. Peut-être pas pour Total, mais pour l'entièreté de l'humanité et de la planète. Donc on arrête de financer Total ou on conditionne ces financements à un arrêt du développement de ce type de projet. Okay, c'est super clair avec l'exemple. Du coup, justement pour influer mieux sur ces acteurs, selon toi, quelle approche du militantisme aujourd'hui est à privilégier et au contraire à éviter? Parce qu'on voit des approches qui sont totalement différentes entre les différents acteurs. Alors, nous, on a une approche qui est très, on l'a dit au début, on fait beaucoup de recherches, on crée de l'expertise, on passe beaucoup de temps à rencontrer les acteurs financiers. Alors oui, on publie des rapports, on fait du name and shame, on n'hésite pas à pointer du doigt les incohérences, ou on publie des classements qui mettent en concurrence les différents acteurs. Mais nous-mêmes, à Reclaim Finance, on n'a pas de pouvoir de mobilisation très large. On ne va pas pouvoir organiser un blocage d'une tour à la Défense, etc. Par contre, on fait partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération des Amis de la Terre, où là, il y a ces compétences-là. Donc nous, on croit beaucoup déjà au travail en réseau, qui est extrêmement important. Et on pense que ça ne sert à rien d'avoir le bras armé s'il n'y a pas non plus de moyens de communiquer avec les institutions qu'on essaye d'influencer. Et ça, il faut vraiment avoir les deux. D'une part parce que, et on pourra en parler peut-être tout à l'heure sur le secteur du charbon, on voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir une politique sur le charbon, ou de la même manière pour tout secteur. Encore faut-il que les critères, les mesures adoptées soient les bonnes pour infléchir une transformation dans le secteur du charbon. Or, si on ne fait que lancer des anathèmes, la finance est l'ennemi, ou il faut arrêter de détruire la planète, ou il faut arrêter de financer les énergies fossiles, on peut être garanti que les mesures qui vont être adoptées par les acteurs financiers vont faire joli sur le papier, il va y avoir les mots climat, énergie fossile, charbon, mais en termes d'efficacité des mesures, ça ne va pas être les bonnes. Okay. Donc nous, il nous faut être en capacité de dialoguer avec ces acteurs, de les influencer sur les critères précis en termes de politique sur le secteur du charbon ou des énergies fossiles. Et puis enfin, le dernier point, c'est que nous, on est convaincus, pas seulement à Reclaim Finance, mais toute la Fédération des Amis de la Terre et tout le mouvement qui est derrière, qu'il faut transformer vraiment les consciences, convaincre les individus. Alors, on ne va peut-être pas faire de BNP un acteur éthique, on ne va peut-être pas convaincre l'institution dans son ensemble, par contre, il nous faut convaincre un maximum de personnes au sein de BNP Paribas. Okay. Parce que la puissance de la banque et sa capacité à maintenir son business as usual repose en partie, pas uniquement, mais en partie, parce que ses salariés approuvent la direction de la banque. Et donc, il nous faut convaincre les salariés pour que petit à petit, ce pilier-là s'érode. C'est très clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de votre outil Call Policy Tool ? En quoi consiste-t-il
et à quoi sert-il? Parfaite transition, du coup. Le charbon, ça fait maintenant 7 ans qu'on en parle. Et on a un nombre croissant de politiques adoptées par les acteurs financiers sur le secteur du charbon. Donc en soi, on pourrait se dire super. Or, on voit bien que le charbon, il continue de se développer. Ouais. L'année dernière, on a eu plus de centrales à charbon en opération que l'année précédente. Donc on est dans un gros problème, on peut se dire mais à quoi ça sert finalement d'adopter des politiques adoptées par les acteurs financiers. On en a dénoté plus de 250 quand même au niveau international. La raison n'est pas liée au nombre de politiques, mais à leur qualité. La plupart des politiques relèvent du greenwashing. Point. Et le problème qu'on a vu là-dessus, donc on voulait déjà le montrer, on voulait un outil où on montre la différence entre la politique de Société Générale, ou de BNP, ou d'Amundi, ou de Odo, Groupama, etc. Et de même au niveau international, puisqu'on note aussi les Allianz, les BlackRock, les Vanguard, ils sont tous sur notre outil. Et on voulait aussi donner donc un moyen facile pour les acteurs financiers de se comparer entre eux, aux ONG également, mais également aux médias. Parce qu'on voit que certains médias ont du mal à se retrouver dans la multiplication des annonces. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas au moins 2 annonces, voire 3 annonces au niveau international d'un acteur financier qui fait quelque chose sur le climat. Et le problème, c'est que quand on n'a pas le nez dedans, et ben c'est très difficile de voir la différence entre ce qui relève du greenwashing et ce qui relève d'un vrai changement de pratique. Et donc on a vu notamment lorsque BlackRock a adopté sa politique sur le charbon début 2020, il y a des médias qui ont titré « BlackRock sort du charbon », comme si c'était fini à faire classer. En réalité, raccourci. Mais ce n'est pas un petit raccourci, c'est un énorme problème, parce que si on n'est pas d'accord sur la réalité de la situation, sur le diagnostic, c'est impossible de penser qu'on va réussir à faire changer les pratiques ou à trouver les bonnes solutions. Et donc la réalité pour BlackRock n'est pas sorti du charbon et n'entend pas sortir du charbon. Aujourd'hui, sa politique ne couvre que 17% des entreprises actives dans le secteur du charbon. Donc il reste 83% des entreprises à couvrir. Et cette politique-là n'est appliquée qu'au tiers des actifs gérés par BlackRock. Donc on est vraiment dans du minimaliste, etc. Et là, il faut bien avoir en tête que les 2 tiers d'actifs qui vont toujours à l'intégralité du secteur du charbon, ce n'est pas un maintien du statu quo. Ces investissements-là, ils nourrissent aussi l'accroissement, l'expansion du secteur du charbon. Donc en vérité, même ce qui est fait sur les 17%, ça ne sert pas à grand-chose, parce que ces efforts-là, ils sont annihilés par tout ce qu'il y a à côté. Donc voilà, donc notre outil permet de montrer cette réalité-là et de pousser les acteurs financiers à relever leur ambition et à s'aligner sur les meilleures pratiques. Aujourd'hui, on n'a qu'une vingtaine d'acteurs financiers sur plus de 250 qui ont adopté des bonnes politiques. Ok. Donc pour qu'on comprenne bien aussi l'utilité de cet outil, il vient en parallèle de rapports qui sont Banking on Climate Chaos. Donc là, c'est la deuxième édition qui est sortie. Non, Banking on Climate Chaos, c'est la 12e. 12e édition. Alors c'est pas uniquement Reclaim Finance, du coup. Ouais. Non, c'est pas. Alors tout à fait. Reclaim Finance a rejoint le groupe d'organisation derrière ce rapport-là à la création de Reclaim Finance, parce que c'était nos partenaires. Vous, c'est votre 2e édition que vous c'est la sortez. 2e édition avec le logo Reclaim Finance. Depuis la création de Reclaim Finance, on est partenaire de ce rapport-là, mais le rapport date de c'est la 12e fois. Au début, c'était un rapport qui ne portait que sur le charbon et qu'on suivait, que je suivais de très près lorsque j'étais aux Amis de la Terre, puisque l'organisation qui a initié ce rapport s'appelle Rainforest Action Network et ça a toujours été nos partenaires. Et puis petit à petit, on a étoffé le rapport, on a ajouté d'autres énergies fossiles jusqu'à couvrir l'intégralité des entreprises des énergies fossiles. Et puis, on a ajouté des aspects supplémentaires pour bonifier, on va dire, ce rapport qui constitue la Bible des financements des grandes banques au niveau international au secteur des énergies fossiles. D'accord. Et du coup, ce rapport s'intéresse aux banques et les sociétés de gestion. C'est dans ce rapport, c'est dans notre rapport ça. Alors celui-là, le Banking on Climate Chaos ne porte que sur les banques. Pour les assureurs, vous allez regarder le scorecard, l'Insurance Scorecard, qui est le rapport du coup je coordonnais et Reclaim Finance est en charge de l'analyse derrière ce rapport pour la coalition d'ONG
pour laquelle je travaillais auparavant. Donc il sort tous les ans en décembre. Et puis on vient à l'instant de publier C'était hier, hein. hier, voilà, un autre rapport qui est l'équivalent pour les gestionnaires d'actifs. Ok. Voilà. Et celui-là, c'est la première édition? Et celui-là, c'est la première édition. Ok, d'accord. Donc oui, on a vu aussi l'article des Échos qui est sorti hier en lien avec la sortie du rapport. Très clair. Alors, autre question qui n'a pas grand-chose à voir, mais en tant que femme, est-ce que tu as eu déjà du mal à te faire prendre au sérieux? Alors déjà que c'est en plus un rôle d'activiste face à des grandes institutions, ça doit être encore plus compliqué, surtout dans un secteur comme la finance, qui est peut-être pas le secteur le plus ouvert. Alors tout à fait. Alors ça c'est évident, hein. C'est sûr que c'est pas seulement que je suis une femme, c'est que je suis pas très grande, j'ai un visage poupin, donc c'est sûr que je pense que les premières personnes, là, lorsqu'elles m'ont vu débarquer, m'ont dit mais c'est qui cette, cette petite, elle est bien gentille, bien naïve, on va lui expliquer comment ça marche. Ça c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup, il y en a toujours au niveau international de temps en temps. Maintenant, c'est vrai que j'ai un nom qui commence à porter, donc les gens, j'ai une réputation qui me devance, donc c'est de moins en moins le cas. Ça nous arrive toujours d'avoir des comportements sexistes ou autres. Après, il faut savoir y répondre. Un point qui m'a aidé quand même au niveau français, c'est que moi j'ai tout de suite assumé le fait qu'en 2013, j'y connaissais rien à la finance. Donc, et le rôle à l'époque était d'alerter les acteurs financiers sur la réalité des impacts de leurs pratiques et pas de leur apprendre leur métier. Et c'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, on ne dit pas on va vous apprendre la vie, hein. On va pas vous apprendre votre métier, en tout cas comment ça marche, l'ingénierie, etc. Ça, on n'hésite pas en vérité à leur poser des questions. Quels sont les blocages en interne techniquement, de quelle manière faudrait-il présenter les données pour qu'elles soient le plus utilisables possible pour vous. Voilà, on n'hésite pas à poser cette question-là et à assumer le fait que des fois on ne sait pas. Okay. Le rapport qu'on a publié sur les gestionnaires d'actifs est un très bon exemple puisqu'on est en train de défricher un énorme problème qui pour l'instant est passé à la trappe des enjeux sur lesquels les médias ou n'importe qui communique sur les sujets financiers et sur lesquels aucune ONG pour l'instant s'est penchée, c'est la gestion passive. Le fait que les gestionnaires d'actifs puissent gérer, non pas activement, mais passivement leur argent. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, c'est un truc qui est, pour l'instant, qui n'a jamais été traité. Clairement, on fait ce boulot-là de défrichage, et la réalité, c'est que même les acteurs financiers eux-mêmes ne savent pas quelle va être la solution en fait, pour aligner ce type de service financier avec une trajectoire climatique qui est viable. Et donc, à partir du moment où on assume de ne pas savoir et qu'on leur apporte autre chose, on apporte un autre type de connaissances, et bien là, la discussion, elle passe beaucoup mieux. Et puis, c'est également en posant des questions que, du coup, on se forme de plus en plus de manière à être le plus pertinent possible. Ok. Autre question, du coup, parce qu'on parle de la gestion passive. Est-ce que, du coup, avec Reclaim Finance, vous avez commencé à travailler avec des créateurs d'indices ou les fournisseurs d'indices qui, du coup, justement, sont suivis par les sociétés de gestion? Alors, travailler, c'est un grand mot. Par contre, en effet, on est en discussion avec, par exemple, MSCI, okay. Le plus gros fournisseur d'indices au niveau international. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous parler de vos premières victoires? Nos premières victoires. La première victoire, c'était un combat contre une campagne qui a duré 1 an et demi quand même, pour pousser Société Générale à se retirer d'un énorme projet de mine de charbon en Australie. Le projet s'appelait Alpha Coal et c'était pas seulement une mine de charbon, c'était la mine plus la voie ferrée, le terminal d'exportation à travers la Grande Barrière de Corail. Donc c'était non seulement une catastrophe pour le climat, mais également une catastrophe pour la biodiversité. C'était un des 9 projets dans un bassin qui était complètement inexploité et son développement aurait facilité le développement des autres projets autour. Aujourd'hui, il y en a un seul autre qui est toujours sur la table, qu'on connaît bien, qui s'appelle le projet Carmichael, qui est porté par l'entreprise indienne Adani. Et c'est un projet aberrant, alors qu'on dit qu'il faut laisser les fossiles dans le sol. Là, il s'agit d'ouvrir un nouveau bassin minier. Et donc, on a bataillé pendant 1 an et demi donc aux Amis de la Terre. On a dû construire une alliance, parce qu'à l'époque, le charbon, le climat, ce n'était pas des sujets
aussi important avec beaucoup de résonance dans l'espace public. Donc les Français à l'époque ne savaient même pas que le charbon c'était encore une grosse part de notre énergie au niveau international. Et puis les acteurs financiers nous répondaient on va faire du charbon propre, le charbon c'est nécessaire pour les pays du Sud. Donc on a dû batailler contre tout ça au début, alors qu'aujourd'hui ça semble une évidence. Si vous demandez à un acteur financier s'il faut faire du charbon, ils vous diront tous bien sûr que non. Mais à l'époque, c'était pas aussi évident. Et donc, on a bataillé pendant 1 an et demi. On a construit une alliance avec Attac, avec BC, pour pousser la banque à se retirer d'un projet. Et donc, c'était vraiment le début de la première bataille. Il s'agissait juste de pousser une banque à se retirer d'un projet. Et puis, petit à petit, on leur a demandé aux banques à prendre des engagements, à être proactives, à dire qu'elles n'allaient pas financer tout un type de projet. Donc, il ne s'agissait plus de se retirer, mais vraiment de s'engager à arrêter tout un type de projet. Et puis, petit à petit, Crédit Agricole est devenu la première banque à arrêter toutes les mines de charbon, à prendre cet engagement-là. On n'a pas été fair-play parce qu'on a lancé une campagne contre Crédit Agricole, qui était pourtant la meilleure banque au niveau international, parce qu'on voyait quand même le problème. Crédit Agricole arrêtait les mines, mais n'arrêtait pas les centrales. Et donc il y avait un double risque. Le risque, bien entendu, c'est que déjà climatiquement, ça n'a eu aucun impact, parce que l'industrie du charbon, c'est aussi bien les mines que les centrales, et que ça ne sert à rien d'en arrêter un et de continuer l'autre. Et le deuxième risque, c'était que les autres banques suivent la pratique de Crédit Agricole et qu'on se retrouve aujourd'hui avec des banques qui n'ont fait que la moitié du travail. Donc pour éviter ça, on a lancé une campagne contre Crédit Agricole qui finalement a reconnu, donc arrêté les centrales également. Et puis petit à petit, on est arrivé à ce que toutes les banques françaises arrêtent tout financement direct au secteur du charbon, ce qui a été suivi après par les assureurs. Et puis, alors c'est pas totalement linéaire, et puis en même temps, on travaillait sur le gros du dossier, à savoir les financements aux entreprises et les services d'assurance aux entreprises du secteur du charbon, et non seulement au niveau des projets. Et puis petit à petit, on a abouti à ce que l'intégralité des acteurs français, ou presque des gros acteurs on va dire, ont des politiques qui impliquent l'arrêt de leur soutien à toutes les entreprises dès lors qu'elles développent des nouveaux projets, quand bien même elles ne seraient pas risquées, parce qu'il y a un risque, il y a un impact pour le climat, on les exclut. Ça, c'est l'approche qu'on aime bien. Et puis également adopter des critères pour pousser les entreprises à fermer et à sortir du secteur du charbon dans les temps impartis pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc sur le papier, c'est super. Par contre, on a déjà des problèmes dans l'application de certaines politiques. Il y a 2 semaines, on a appris que Société Générale venait de financer une entreprise qui s'appelle EPH, qui rachète toutes les centrales à charbon au niveau de l'Union européenne, qui est connue pour ça en France. Et Société Générale argumente qu'ils ont financé la maison mère et pas les filiales, ce qui est totalement absurde, parce que c'est comme dire que Engie Chili, c'est pas Engie. C'est complètement nier la chaîne de responsabilité. Il faut toujours repousser la faute sur quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, mais là, c'est vraiment l'argument ne tient absolument pas la route. Tout groupe fonctionne toujours avec des filiales, mais au bout d'un moment, il y a les décisions sont prises. Voilà. Ok. Autre question que j'avais, quelle est ta position et votre position sur le nucléaire ? Sur le nucléaire, alors, soyons très clairs, nous appartenons à une fédération, la Fédération des Amis de la Terre, qui est une association développée en France contre le nucléaire. Ok. Voilà, donc ça c'est dit. Après, c'est vrai que ce n'est pas la bataille principale que nous menons, aussi bien aux Amis de la Terre qu'à Reclaim Finance, c'est une question de priorité, et également gestion de ressources en interne. Par contre, si nous ne sommes pas forcément pour une sortie du nucléaire, comme on aurait pu le dire hier, il faut sortir du jour au lendemain, il faut tout fermer. Il est certain que nous sommes opposés à la construction de nouveaux EPR et que nous ne considérons pas le nucléaire comme une solution pour lutter contre le dérèglement climatique, pour plein de raisons. Déjà, la temporalité de construction des centrales est aberrante et pas du tout en ligne avec le fait qu'on a 9 ans pour opérer les transformations nécessaires, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Par ailleurs, ça utilise énormément d'eau ou d'autres ressources qui ne sont pas non plus pérennes dans un contexte de réchauffement climatique. Et enfin, sur la base des faits, de toute manière, le nucléaire, il y a eu une étude très intéressante opérée dans plus de 120 pays et qui a été publiée dans la grande revue Nature,
qui montrent que les systèmes reposant sur du nucléaire n'ont pas permis jusqu'à présent d'aboutir à des gains réels et significatifs de baisse des émissions. Alors oui, c'est peut-être moins carboné, mais dans un système où il faut aller vers aussi beaucoup plus de sobriété, le nucléaire ne permet pas de répondre à ces enjeux-là. Donc on n'a pas de campagne spécifique là-dessus, même si, bien entendu, si des banques nous écoutent, ne financez pas de nouveaux EPR. Et par contre, on est très critique et vent debout contre l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie, au même titre que nous sommes opposés à l'intégration du gaz dans cette taxonomie et qui, pour nous, perdrait absolument tout son sens et son utilité s'il y avait du gaz et du nucléaire dedans. D'accord, très clair. Très clair. Où est-ce que vous en êtes dans votre développement à l'international? Donc vous avez reçu l'année dernière le prix Goldman du coup, ça vous a propulsé peut-être plus sur la piste sur le plan international. Et est-ce qu'il y a une ambition internationale pour Reclaim Finance ou est-ce que justement vous allez continuer à travailler en réseau et laisser d'autres ONG avec lesquelles vous travaillez s'occuper de ce point-là? Un peu des deux. Bien entendu, si on s'appelle Reclaim Finance, c'est pas pour être John School et moderne, on a choisi un nom en anglais, c'est parce qu'on travaille au niveau international. Alors soit directement parce que, notamment avec le Call Policy Tool, également un nom anglais, on note l'intégralité des politiques adoptées par les acteurs financiers sur tel ou tel secteur, ici le charbon. Et aussi on travaille en direction des coalitions d'investisseurs ou d'acteurs financiers. Encore hier, il y a eu une énième alliance d'acteurs financiers, donc là il s'agissait des banques qui s'engagent à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Je ne détaille pas, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a plein de coalitions au niveau international qui travaillent sur la finance et sur le climat que bien entendu nous essayons aussi d'influencer, dont nous surveillons les pratiques. Donc d'emblée, on a une activité internationale. Et puis enfin, en effet, on travaille avec plein d'acteurs au niveau international et également en direction d'acteurs financiers non français. Et donc là, on a deux approches. On a l'approche déjà qui n'est pas connue, qui n'est pas visible, de soutenir des campagnes dans différents pays, que ce soit en relisant des rapports, en écrivant des lettres, voilà, en les fournissant, en les nourrissant avec une expertise. Et puis, ou en conseil également. Et puis, par contre, ce n'est pas du tout hors de notre viseur d'aller également embêter plus directement certains acteurs financiers. Là, nous sommes en train de préparer un rapport spécifiquement sur les acteurs britanniques, les acteurs financiers britanniques, puisque nous sommes en amont de la COP26 qui se tiendra à Glasgow. Et donc, il nous semble particulièrement important que les acteurs britanniques montrent l'exemple et, au-delà même de montrer l'exemple, rattrapent tout le retard qu'ils ont pris par rapport à d'autres acteurs financiers au niveau international, juste sur le secteur du charbon. D'accord. Donc, on aime bien finir Monétique avec des questions qui sortent un peu du domaine de la finance ou pas. Quelle est ta bonne dernière action écologique ou solidaire ? Dernière bonne action écologique ou solidaire? Je sais pas. Un soutien à un média peut-être. Ok. Alternatif. Voilà. C'était quel média? Je me souviens plus parce que j'en fais plusieurs. Donc le dernier, je sais pas, parce que sinon, forcément, être écolo parfait du dimanche, ça c'est évident. Franchement, je ne sais pas. Soutenir un média, très clair. Ouais. Quelle société admires-tu le plus? Société? Oui, ou société, ou alors non, société ou association, organisation. Qu'est-ce qui pourrait être un exemple pour toi? Là, de but en blanc, je ne sais pas, parce que c'est engageant quand même ces questions. Alors, pas un exemple. Faut pas se tromper. Pardon, pas un exemple. Quelle société t'a surpris positivement dernièrement? Alors, je ne vais pas dire une société privée, parce que voilà, mais en tout cas, dans mon domaine vraiment d'activité, moi j'ai été beaucoup formée par Urgeval, qui est notre partenaire allemand, et notamment par sa directrice. Qui m'a beaucoup apporté dans la construction de mes campagnes aujourd'hui. Après, au niveau français, bien entendu, je peux être que
admirative de tous les gens qui se mobilisent bénévolement dans les réseaux Alternatiba ou à NVCOP 21. Ça, c'est des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et qui sont convaincus, qui vont prendre des risques juridiques pour défendre une cause auquel ils croient. Et on espérerait que les acteurs, les personnels d'acteurs financiers qui se disent convaincus ne soient pas convaincus lors d'une conversation, mais donnent autant d'énergie à défendre ces causes parce qu'ils sont en interne et notamment à tous les services RSE, de gens qui se disent moi j'y vais parce que j'ai des convictions et je vais changer les choses à l'intérieur. Et ce serait bien qu'ils le fassent un peu plus des fois. D'accord, très clair. Merci beaucoup Lucie et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Monétique, qui est le podcast de la finance durable et éthique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans 2 semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique.